L'arc Egghead approche bientôt à sa fin, et avec l'arrivée endiablée de Luffy et son équipage, une chose est sûre, leur prime ne va pas rester intacte. En effet, pour ceux qui ont suivi les derniers chapitres, on peut le dire, Egghead est devenu un véritable champ de bataille, et surtout, un gigantesque bazar. Rendez-vous compte que dans cet arc, on a eu un robot géant antique venant du siècle oublié, des enfants génétiquement modifiés et super balèzes, et surtout, 5 démons sortant tout droit des enfers. Je plains le pauvre Marine qui a dit le matin à sa femme, « T'inquiète pas chérie, ce sera juste une mission tranquille. » Et le pire, c'est qu'il reste encore un événement majeur à venir dans cet arc. Un événement qui, à l'heure actuelle, nous est encore inconnu. Mais pour que cet événement soit considéré comme un incident, c'est qu'il va se passer quelque chose de terrible. Quoi qu'il en soit, si le monde ne connaissait pas encore l'ampleur du phénomène qui est devenu Luffy, désormais, tout le monde va être mis au courant. Et comme je vous le disais, c'est pour cette raison que la prime de toute la clique des Mugiwara va exploser. Alors installez-vous bien confortablement car nous allons essayer de deviner ensemble quelle prime nos héros préférés auront. Commençons par les personnages qui ne font pas partie des Mugiwara, mais qui pourtant sont désormais bien dans la sauce. Parce que oui, que ce soit Vegapunk, Bonnie ou encore Sentomaru, ces derniers se sont opposés férocement au gouvernement mondial, et ce ne sera pas sans conséquence. En effet, on peut déjà parler de Sentomaru, un personnage qui auparavant ne payait pas de mine. On ne va pas se mentir, à l'époque, on se moquait un peu de lui, avec sa coupe de Dora l'exploratrice là. Mais on peut le dire, dans cet arc, il est devenu un véritable GOAT. Un GOAT qui aura fait barrage à Kizaru, qui on le rappelle est son tonton, pour qu'il ne s'attaque pas aux Mugiwara et surtout à Vegapunk. Ainsi, en se confrontant directement à un haut gradé de la marine et en se battant pour ses principes, Sentomaru nous aura montré qu'il a déjà plus de cœur que l'infâme Borsalino, qui quant à lui n'hésitera pas à transpercer Vegapunk. Et ne parlez même pas de tristesse, non mais en fait il avait pas envie de faire ça, on s'en fout. Maintenant, en jugeant le niveau de Sentomaru et la menace potentielle qu'il pourrait représenter, je lui donnerais une prime de 500 millions de berries. En effet, rappelez-vous qu'avant l'ellipse, sur l'archipel Sabondi, Sentomaru était capable de donner du fil à retordre à Luffy. C'est simple, le chapeau de paille n'était même pas capable de lui porter un vrai coup. Et c'est après un entraînement rigoureux que Luffy a pu apprendre les bases du haki. Et à ce moment-là, il avait une prime de 400 millions. Donc on peut en déduire qu'après l'ellipse, le niveau de Luffy était plus ou moins similaire à celui de Sentomaru. Ainsi, on rappelle quand même que Sentomaru maîtrise le haki de l'armement avancé. Et c'est pourquoi une prime de 500 millions de berries est parfaite pour lui. Maintenant, bien sûr, cette prime reste purement hypothétique. Est-ce que Sentomaru sera considéré désormais comme un hors-la-loi ou est-ce que le gouvernement mondial l'acceptera de nouveau en son sein à la manière de Lucci? L'avenir nous le dira. Mais je vous le dis, il y a aussi l'éventualité que Sentomaru choisisse la voie de la piraterie. Parce que oui, maintenant qu'il a vu la dégueulasserie du gouvernement mondial, maintenant qu'il a perdu son chef, à savoir Vegapunk, est-ce que Sentomaru a toujours envie de servir cette gigantesque organisation? Eh bien, personnellement, je ne pense pas. Surtout quand on voit son propre oncle faire le toutou. Vegapunk. Même si Vegapunk est malheureusement mort, il reste tout de même l'un de ses satellites. J'ai nommé l'élite. Ce satellite qui représente le côté maléfique du plus célèbre des scientifiques pourrait, à la suite de cet arc, obtenir une prime de 800 millions de berries. Alors pourquoi une prime aussi élevée? Eh bien tout simplement parce que Vegapunk partage une partie de ses connaissances avec ses satellites. Et vous savez tout comme moi que le savoir sur le siècle oublié est un motif plus que valable pour le Gorosei de traquer une personne. Ainsi, si Lilith s'en sort vivante, vous pouvez être sûr et certain que le gouvernement mondial lui donnera plus ou moins le même traitement que Nico Robin. Passons à Bonnie, l'un des supernovas qui nous aura le plus surpris. Bonnie, c'est avant tout l'un des personnages avec le plus gros potentiel de cet arc, juste après le Monster Trio bien sûr. Mais vous l'avez bien vu, à l'âge de 12 ans seulement, Bonnie nous a démontré des capacités de dingue. Capable d'utiliser une version altérée des pouvoirs de Nika, de rajeunir ou vieillir à sa guise sa cible, Bonnie possède l'un des fruits du démon les plus puissants du manga, le Toshi Toshinomi. Cependant, ça ne s'arrête pas là. Dans cet arc, elle s'est attaquée directement au Gorosei, leur donnant plusieurs coups, et arrivant même, avec l'aide de Luffy, à se débarrasser de Marcus. Et comme si ça ne suffisait pas, elle détient désormais un nouveau pouvoir, celui de contrôler les pacifistas. Une idée qui vient de Vegapunk et qui permettra à Bonnie de ne plus jamais être seule, car désormais, elle sera toujours entourée de l'image de son père. Ainsi, avec tous ces éléments, on peut facilement comprendre que la prime de 320 millions de Bonnie va exploser pour atteindre la somme faramineuse d'1,5 milliard
200 millions de berry, ce qui ferait écho à la prime de Luffy lorsqu'il était considéré comme le 5e empereur. Et pour ceux qui penseraient que cette prime est excessive, dites-vous qu'il y a également des chances que sur l'avis de recherche de Bonnie, il y ait son apparence en forme Nika, une forme qui aujourd'hui est associée principalement à l'empereur Luffy. Donc oui, dans la tête de la population mondiale, Bonnie est devenue une grande menace. Enfin, et ça c'est pour le petit bonus, cela ferait de Bonnie un personnage à part entière, parce que jamais une personne aussi jeune n'aura eu une prime aussi haute. Il est l'heure désormais de parler des chapeaux de paille, et avant de rentrer dans le vif du sujet, on peut le dire, les Mugiwara ont été assez décevants en général dans cet arc. En effet, à part pour fuir, on ne les a pas vraiment vus briller. On commence donc par le clan des faiblards, Nami, Usopp et Chopper. Nami dans cet arc n'a pas été très utile, mais on peut tout de même noter son coup destructeur avec Zeus sur Saturne. Aujourd'hui, elle a une prime de 366 millions de berry. Donc pour avoir porté un coup à l'un des membres les plus importants de ce monde, on peut imaginer que la prime de Nami augmentera à 466 millions de berry. Pour ce qui est de Usopp, on peut le dire, il a été totalement inutile. Vraiment, j'ai eu beau relire les chapitres de cet arc, j'ai rien trouvé de pertinent de sa part. Maintenant, connaissant Oda, connaissant le petit filou qu'il est, je sais pertinemment qu'il va continuer son délire avec God Usopp, et donc cela ne m'étonnerait pas que sa prime passe de 500 millions à 800 millions de berry. D'autant plus qu'aujourd'hui, comme je l'ai dit, il est connu sous le pseudonyme de God Usopp. Et connaissant Big News Morgan, il y a moyen qu'il lui fasse une grosse pub. Genre, God Usopp, le dieu Usopp, désormais affronte de vrais dieux, à savoir le Conseil des 5 doyens. Quoi qu'il en soit, on espère que ces augmentations de primes excessives soient justifiées dans le futur. Peut-être, pourquoi pas, dans l'arc Elbaf. Un arc qui est considéré comme beaucoup de monde, comme l'arc d'Usopp. Maintenant, je vous le dis honnêtement, plus le temps avance, plus je pense que le personnage de Usopp est terminé, et que c'est juste devenu un gag vivant. Et en parlant de gag, on peut dire la même chose de Chopper, qui est considéré comme l'animal de compagnie des Mugiwara. Ça m'étonnerait que dans cet arc, ça change. Parce que oui, Chopper n'a fait absolument que dalle dans cet arc. Donc, prends ta prime qui va monter à 2000 berry et ne nous casse pas la tête. Brook, détenant une prime de 383 millions à l'heure actuelle, le squelette a été invisible également durant tout l'arc. Mais vu qu'il est dans l'équipage d'un empereur, sa prime augmentera sûrement à 583 millions. Maintenant, c'est une prime qu'il mérite tout de même parce que, on se rappelle, sur Whole Cake Island, il a brillé par sa ruse et son talent dans l'espionnage. Et voilà, les Mugiwara ne peuvent pas non plus briller à chaque arc. Franky, le fou furieux de l'équipage. Alors, est-ce que Franky a été un élément important lors de cet arc? Eh bien, déjà, je tiens à vous le dire, je suis assez déçu de constater que Franky n'a pas eu beaucoup d'interactions avec Vegapunk. Je veux dire, c'était le moment ou jamais pour qu'ils aient une discussion. Voilà, Franky lui dit « Ah bah merci pour tes inventions, c'est grâce à toi que j'ai développé toutes ces transformations. » Eh bien, dites-vous que tout ça, on l'aura jamais, parce que désormais, Vegapunk, il est finito. Et moi, ça me fume, parce que au final, Oda, j'ai l'impression qu'il ignore constamment nos attentes. Wano était censé être l'arc de Zoro pour beaucoup, finalement non. Franky avec Egghead, c'est pareil. Maintenant, vous comprendrez pourquoi j'attends plus rien de Usopp à Elbaf. Bref, pour revenir au sujet, avec une prime de 394 millions, Franky peut potentiellement avoir une belle augmentation. Contrairement aux autres Mugiwara que nous avons vus, Franky a pu s'illustrer contre Saint Marcus Mars aux côtés de Luffy, Sanji et Bonnie. Et de ce fait, le Gorosei a pu constater la puissance de Franky. Alors si on veut être un peu original, on peut imaginer que sa prime montera à 694 millions. Même s'il y a plus de chances qu'elle soit à 594, vu que Brook et Franky sont plus ou moins au même niveau. Maintenant, je tiens quand même à faire remarquer que dans le précédent arc, Franky avait réussi à vaincre plutôt facilement Sasaki, l'un des 6 Tobiropo. Donc mine de rien, Franky commence à devenir un élément assez puissant dans l'équipage, et j'espère que bientôt, il parviendra à nous montrer une maîtrise du haki. Maintenant, nous arrivons à Nico Robin, un personnage qui devient de plus en plus problématique à chaque arc. En effet, on aurait pu être tenté de penser que dans cet arc, avec toutes ces révélations, elle allait nous partager également ses connaissances. Mais après avoir appris que son ami de longue date, Aguar du Soro, était vivant, Robin a été inutile. C'est simple, c'est le Mugiwara qui est apparu le moins souvent dans cet arc. Et ce que je trouve dommage, encore une fois, c'est que Oda n'arrive pas à la mettre convenablement en avant. Parce que d'un côté, on nous dit qu'elle est très dangereuse, vu que c'est la seule à pouvoir lire les poneglyphes, et de l'autre, on n'a pas vraiment l'impression que c'est le cas. Alors oui, à un moment donné, on a Saturne qui a voulu s'en prendre à elle, mais pour une femme qui a une prime de 930 millions sur sa tête, je trouve qu'elle s'en sort plutôt bien. Et on est quand même à la saga finale. Luffy a 3 road poneglyphes. Qu'est-ce qu'il faut de plus pour qu'on prenne le cas de Nico Robin plus au sérieux? Quoi qu'il en soit, cela n'enlève en rien la menace qu'elle représente pour le Gorosei, et maintenant que le Gorosei l'a vu, on peut imaginer qu'ils vont continuer le pressing sur elle, et par conséquent, franchir la barre symbolique du milliard avec une prime d'1,130 milliard.
On arrive maintenant sur les top tiers des Mugiwara. Contrairement au reste de l'équipage, ces personnages se sont tous montrés plus ou moins utiles. Et on commence par Jinbei, qui aura une nouvelle fois prouvé qu'il a totalement sa place aux côtés de Luffy. C'est simple, si vous le comparez à une Nico Robin ou un Usopp, on pourrait se demander qui est arrivé en premier. Jinbei est devenu indispensable en tant que support. C'est le papa de l'équipage, celui qui vient remettre tout en ordre quand c'est le bazar. Et dans cet arc, ça n'a pas manqué. Dès le début, Jinbei viendra en aide à Chopper, Luffy et Bonnie qui étaient en train de se noyer. Par la suite, il s'est chargé de réunir tous les Mugiwara pour prendre la fuite, intervenant même dans le combat de Zoro contre Lucci. Et petit bonus, il a même dégagé le léopard, pas content de sa défaite éclair. Maintenant, pour ce qui est de la prime de Jinbei, il est évident qu'elle sera inférieure à celle de Sanji cette fois-ci. Car oui, contrairement au blondinet, notre homme poisson préféré ne s'est pas illustré par ses talents au combat. Ainsi, je vois bien sa prime passer de 1 milliard 100 millions de berries à 1 milliard 300 millions. À présent, place aux stars, place au Monster Trio. On commence par Sanji qui, mine de rien, aura fait de belles choses durant cet arc. En se confrontant aux Séraphins et en montrant une résistance hors du commun, il a impressionné plus d'un lecteur. Par la suite, c'est face à Kizaru qu'il fera quelque chose de très cool, puisque Sanji sera capable de repousser l'un des rayons de l'amiral, cassant pour la première fois le personnage de Kizaru. Non mais sérieusement, regardez-moi comment il était choc-barre. Et ce qui est le plus intéressant avec toutes ces scènes, c'est qu'elles font écho à ce que Sanji disait à l'époque. La plus grande menace pour la marine dans cet équipage sera lui, Sanji, la jambe noire. Et même si l'altercation entre lui et Kizaru n'a été que de courte durée, on peut deviner que dans le futur, il viendra à bout par lui-même d'un amiral. Ainsi, avec tous ces éléments, vous comprendrez que la prime de Sanji va faire un gros bond, passant de 1 milliard 32 millions à 1 milliard 532 millions. C'est l'heure de parler de l'épéiste préféré de ton épéiste préféré, j'ai nommé Zoro. Retraçons ensemble son palmarès dans cet arc. Premièrement, il nous a tous impressionnés en mettant la misère à Kaku, lui montrant que désormais, les girafes n'avaient plus aucune chance contre lui. Et c'est d'ailleurs pour cela que peu après, Oda nous a montré un affrontement Lucci-Zoro. Est-ce que Zoro pourrait vaincre le leader du CP0, qui autrefois était l'adversaire de Luffy? Eh bien, même si le combat nous aura été présenté au départ comme assez serré, une seule pique de la part de Sanji, à savoir le plus grand ennemi de Zoro, terminera ce combat en un éclair. Et ce fait extrêmement impressionnant nous prouve désormais que Zoro joue dans la cour des plus grands. Et effectivement, par la suite, il sera face à Nojoro. Et cette fois-ci, ce sera bien différent, puisque même si ces deux-là se sont arrêtés sur un statu quo, on sentait bien que Zoro n'était pas aussi à l'aise qu'avec Lucci. Donc on peut le dire, en s'attaquant à un membre du Gorosei, Zoro a non seulement montré qui il était, mais surtout, il a pu apercevoir le niveau de son très probable futur adversaire. Maintenant, il est l'heure de parler prime. Les amis, au risque de vous décevoir, la prime de Zoro ne sera pas faramineuse. En effet, elle sera même inférieure à celle de Sanji, pour la simple et bonne raison que Oda adore faire ça. Un ping-pong avec les primes de Sanji et Zoro. Et vous le savez, la dernière fois, Zoro n'arrêtait pas de se foutre de la gueule de Sanji, lui disant que désormais, c'était le numéro 4. Donc, dans la juste logique des choses, c'est au tour maintenant de Sanji de se foutre de la gueule de Zoro. Ainsi, je vois bien la prime de notre épéiste préféré passer de 1 milliard 111 millions à 1 milliard 511 millions. Ce qui est plus ou moins cohérent parce que ça le mettrait juste un peu derrière Sanji, mais surtout, ça le mettrait devant King. King qui possédait une prime de 1 milliard 390 millions et qui, on le rappelle, était le second de l'empereur Kaido. Kaido qui possède une prime de 4 milliards 600 millions. Donc la boucle est bouclée, Zoro est maintenant un vrai second empereur. Bien sûr, vous savez tout comme moi que Zoro a largement dépassé le niveau de King, mais c'est plus pour la symbolique cette prime. Et ça ne reflète en rien son vrai niveau de puissance. Sinon, si c'était le cas, à l'heure actuelle, on pourrait lui donner une prime de 2 milliards. Il est temps de terminer avec notre cher Monkey D. Luffy, l'homme qui nous a prouvé que son titre d'empereur était totalement mérité. Luffy dans cet arc, c'est quoi? C'est un combat éclair contre Lucci, qui l'aurait éclaté très facilement, un combat contre Kizaru qui au départ était assez serré, puis qui a été complètement expédié d'une seule droite. On s'en rend pas compte, mais là Luffy, il a mis KO un amiral très facilement. Bref, vous l'aurez compris, Luffy en termes de puissance est devenu imbattable, si bien que Oda a fait de ses ennemis des monstres immortels. Quoi qu'il en soit, le palmarès de Luffy dans cet arc ne s'arrête pas simplement à ses combats, puisqu'en effet, à l'heure actuelle, il est en train de faire le tour du monde. En ce moment même, tout le monde pense que Luffy a pris en otage Vegapunk et qu'il est en train de faire un massacre sur l'île d'Egghead.
Donc oui, comprenez ça, nous voyons Luffy comme un bon gros débile, mais la population mondiale le voit comme un vrai démon. Et c'est donc pour ça qu'il est temps de lui donner une vraie prime. Rappelez-vous qu'on lui a donné une prime de 3 milliards au même titre que Kid et Law. Et dans cet arc, Oda nous a montré que Kid et Law ne jouent clairement pas dans la même cour que l'empereur Luffy. Ainsi, je le répète, mais pour moi, la prime de Luffy a été sabotée. Tout simplement parce que le Gorosei ne souhaitait pas mettre la lumière sur lui. Rendez-vous compte, Luffy porte un D dans son nom. Il incarne désormais le guerrier libérateur Nika. Donc avec tous ces éléments, ça aurait pu éveiller beaucoup de questions dans la population mondiale. Mais maintenant, le problème, c'est que le Gorosei n'a plus le choix. Il va devoir démoniser encore plus Luffy. Et ça m'étonnerait pas qu'à la fin de l'arc Egghead, on ait un discours en mode « Ouais, Luffy, les gars, regardez, c'est un démon. Il va tous venir vous tuer. Les D sont tous des démons, les gars. » Donc moi, encore une fois, ce que je pense, c'est qu'il y aura un changement total de stratégie et que la prime de Luffy va tout simplement exploser. Mais alors, à quel montant? Eh bien, c'est simple. À 4 milliards 500 millions de berry. Et je vous le dis, cette prime n'est pas excessive. On est en dessous de la prime de Kaido, au-dessus de la prime de Shanks, certes, mais sachant que Shanks, c'est pas le même phénomène que Luffy, voilà, c'est pas un mec qui fout le bordel partout où il passe, bah, ça pose pas problème. Et surtout, ça le met devant le clown qui est Baggy. Non, sérieusement, il faut un peu respecter Luffy maintenant. Maintenant, Luffy est un empereur et il doit avoir tout le package qui va avec, c'est-à-dire la flotte, la réputation et la prime. En tout cas, quel que soit le montant que Luffy va avoir, la mascarade est terminée. Luffy a participé à un événement majeur, un événement où Vegapunk, l'un des plus grands scientifiques de ce monde, est mort. Donc oui, encore une fois, il est totalement logique qu'à l'heure actuelle, Luffy se dresse devant les autres empereurs en termes de primes. Maintenant, c'est à vous de me donner votre avis. Quelles sont les primes que vous voyez pour chaque Mugiwara? N'hésitez pas à commenter à fond en bas de cette vidéo afin que je puisse connaître votre avis. Car je suis vraiment curieux de voir comment vous avez interprété cet arc Egghead. Enfin, avec toutes les primes que je vous ai annoncées, on peut le dire, la fête pour le sommet peut enfin commencer.